Cette vidéo est la première d'une série qui va nous permettre, au travers d'exercices de révision, de parcourir l'ensemble du chapitre sur les fonctions de référence. Donc il comprend caractéristiques des fonctions, les fonctions de référence en elles-mêmes, les fonctions réciproques, les transformations élémentaires et la résolution d'équations du type recherche d'antécédents d'une fonction de référence ayant subi des transformations élémentaires. Dans le premier exercice, nous allons voir des situations dans lesquelles on aboutit à des fonctions de référence. Alors, par exemple, quand vous voulez exprimer l'aire grand A d'un carré en fonction de la longueur petit c de son côté, vous allez écrire une formule du style grand A égale c carré. Donc c carré, c'est la formule qui permet de trouver grand A l'aire du carré. De même, réciproquement, si vous connaissez l'aire grand A du carré, vous allez pouvoir calculer, retrouver la longueur du côté en appliquant la fonction de référence racine carrée. Vous voyez, ici vous avez la fonction carré, et ici vous avez la fonction racine carrée. Alors on a tendance à dire tout de suite que effectivement ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Ces deux équations sont équivalentes. Pour passer de la première à la deuxième, j'applique la fonction racine carrée, que je peux appeler racine carrée de x. Et pour passer de celle du bas à celle du haut, j'applique la fonction x carré. Voyez. Mais attention, ces fonctions racine carrée de x et x carré, qui sont deux fonctions de référence, ne sont pas réciproques. En fait, pour pouvoir considérer leur réciprocité, il faut forcément que la variable petit x soit limitée aux valeurs positives, puisque si vous avez la fonction carré, elle ressemble à ça, la fonction carré. Et alors son graphe réciproque, si vous inversez, si vous permutez y et x, ici en fait il faudrait même mieux écrire petit c, vous avez petit c là, et puis vous avez grand A ici. Donc si vous avez grand A et petit c, toute cette partie-là, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas, puisque votre équation ici n'est définie que pour des valeurs de petit c positives. La longueur d'un côté est un nombre positif. Donc si vous représentez sur l'axe des abscisses la longueur des côtés, vous n'aurez jamais des valeurs de petit c négatives. Et donc vous allez privilégier uniquement, vous n'allez avoir que cette partie-là du graphe de la fonction x carré. Donc ici, le premier exemple n'aboutit pas à la fonction x carré, mais il aboutit à la fonction x carré avec comme domaine de définition les variables uniquement positives. Et dans cette condition-là, vous allez pouvoir parler de fonction réciproque. Et la fonction réciproque, si je la dessine en vert, alors vous avez, quand on permute les axes, on a la fonction réciproque en abscisse, on a maintenant l'aire grand A. En entrée, on connaît l'aire grand A. Vous voulez calculer petit c, vous avez la fonction réciproque qui est la fonction racine carrée, voyez. On pourrait la tracer sur le même repère, mais attention, si on la trace sur le même repère, on a une petite ambiguïté parce que cette fonction-là, en abscisse, on a grand A, et en Y, on a petit c. Mais souvent, en mathématiques, on ne donne pas vraiment de signification particulière aux axes, et on dessine la fonction et sa réciproque sur le même graphique. Alors qu'en réalité, il faudrait les tracer sur deux graphiques séparés, puisque la fonction et sa fonction réciproque, l'ensemble de départ, l'ensemble de départ, les valeurs de la variable n'ont pas du tout la même signification. Donc l'axe des abscisses, l'axe petit c ne peut pas servir à représenter la variable pour la deuxième fonction, puisque la deuxième fonction, la variable c'est grand A, enfin, tout simplement, quoi. Donc vous comprenez ce que je veux dire, même si je ne me suis pas super bien exprimé là-dessus. Mais là, aucun souci, on peut parler de fonction réciproque parce que petit c est limité à des nombres positifs. D'ailleurs, on voit bien ici que dans la deuxième équation, petit c est nécessairement positif puisque racine carrée, la fonction racine carrée, n'a que des y positifs. Donc forcément, un nombre racine carrée est nécessairement positif. D'ailleurs, le nombre qui a sous la racine, je le rappelle, c'est un peu aussi des révisions que l'on fait là, pour la fonction racine carrée, le nombre qui est sous la racine doit être supérieur ou égal à 0. On doit forcément avoir grand A supérieur ou égal à 0. Ce qu'on voit bien ici, le domaine de définition de la fonction racine carrée n'est défini que pour des valeurs de grand A supérieures ou égales à 0. Pour des valeurs de grand A négatives, je n'ai pas de Y. Alors pour les fonctions, si à la place d'un carré je prends un cube, on a les mêmes relations ici, simplement que pour le cube, il n'y a aucune contrainte. Enfin bon, là évidemment on travaille avec des nombres petit c et grand V qui sont positifs, mais pour être négative, on n'a aucun problème. La fonction de cube, c'est bien la fonction réciproque de la fonction racine cubique et réciproquement. C'est-à-dire que pour passer de la première équation à la deuxième, j'applique la fonction racine cubique de x, et pour passer de la deuxième à celle du haut,
oui, c'est ça. Hein. Et pour passer de celle du bas à celle du haut, j'applique la fonction x au cube. Voilà. D'accord? Donc on vient de voir là déjà 4 fonctions de référence et rappeler leur relation de réciprocité, ce qui est déjà pas trop mal finalement. Hein. Alors pour la fonction valeur absolue de x, qui n'a pas de réciproque non plus, puisqu'elle ressemble à la fonction valeur absolue de x, voilà, hein, ça ressemble à ça. Quand x est positif, bah, c'est la même chose. Si 2 est chez 2 là, chez 2 en y. Si x est négatif, eh bien je retrouve 2 en y. C'est-à-dire que valeur absolue de x est égale à x si x est positif, ou nul. Et valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Donc ça, c'est aussi une définition que je rappelle ici, qui est importante de bien connaître. Alors dans quelle situation on va retrouver cette fonction de valeur absolue? Par exemple, quand on fait apparaître des distances. Vous travaillez sur l'axe des abscisses. Vous avez ici l'origine du repère qu'on va appeler grand O, le point grand O, qui a pour abscisse 0. Donc ne confondez pas, hein. En haut je mets le nom des points et en bas je mets les abscisses. Vous avez un point grand A d'abscisse 2. Vous avez un point grand B d'abscisse moins 2, mais la distance de O à A est égale à 2. Par contre, la distance de O à B, bah, on peut dire que c'est la valeur absolue de 2, hein, mais c'est 2. Et la distance de O à B, c'est la valeur absolue de l'abscisse, moins 2, et donc c'est aussi 2. Vous voyez ? À chaque fois, on peut dire que la distance d'un point sur l'axe gradué, la distance de ce point par rapport à l'origine du repère, c'est la valeur absolue de son abscisse. Le fait de mettre la valeur absolue fait que ça marche aussi quand l'abscisse est négative. Ok, et cette fonction n'a pas de réciproque, hein, puisque vous voyez que pour un même y, je peux avoir deux antécédents différents. Si je trace le graphe réciproque, il va ressembler à ça. Et ceci n'est pas le graphe d'une fonction, parce que pour une même valeur de la variable, j'ai deux y différents, et donc on n'a plus une fonction. Et là, dernier exemple, enfin deux derniers exemples. On va retrouver la fonction inverse ici. Par exemple, vous avez un gâteau, vous êtes deux, vous le partagez en deux parts, comme ça vous avez un demi, la moitié d'une part chacun. Si vous êtes 4, vous le divisez en 4, un quart. Si vous êtes 8, vous le divisez en 8, et ainsi de suite. Vous obtenez la fonction inverse qui va décroître au fur et à mesure, et avec une asymptote horizontale ici, l'axe des abscisses, x égale 0 et y égale 0. Donc c'est l'axe des abscisses et son équation c'est y égale 0. Faites attention, l'axe des abscisses, son équation c'est y égale 0 parce que tous les points qui sont sur l'axe des abscisses sont y égale à 0. Et là vous avez la fonction, la fonction inverse. Quand x égale 1, j'ai 1. Quand x égale 2, j'ai 1 demi. Quand x égale 3, j'ai 1 tiers. Quand x égale 4, si on est 4 à partager le gâteau, je vais avoir un quart du gâteau, ainsi de suite. Vous voyez, vous avez une part de plus en plus petite qui se rapproche de 0 comme ça. Et vous avez votre asymptote horizontale. Vous avez aussi une asymptote verticale. Alors là, évidemment, ça n'a pas de sens dans le cadre de l'exercice, puisque n prend des valeurs entières. 1, 2, 3, 4. Et en fait, vous avez des points ici. Les différents points possibles qui correspondent aux différentes situations selon le nombre de personnes. Et là, vous avez une droite. Grand R est égal à 8n. Vous avez une droite. En fait, c'est quoi grand R? C'est la recette. Vous vendez des places de cinéma. Eh bien, si n personnes viennent voir votre film, vous allez avoir n fois 8 euros dans votre caisse. Voilà, tout simplement. C'est la recette, c'est l'argent que vous avez dans la caisse une fois que tout le monde a payé son entrée. Alors, juste une dernière remarque sur cet exercice. Vous voyez, en général, en mathématiques, il faudrait plutôt écrire R de petit n égale 8 fois petit n. Comme ici, au tout début, grand A égale C carré. Si on veut faire apparaître la notion de fonction, on va écrire plutôt A de C égale C carré. Et alors là, on fait un superbe abus de notation, parce qu'on appelle grand R deux choses complètement différentes. Ici, grand R, c'est un nombre. C'est la recette. La recette, c'est un nombre. C'est même un nombre et une unité. C'est 8 euros. C'est en général, quand vous travaillez avec des grandeurs physiques qui ont un sens, vous avez à chaque fois la grandeur réelle. La grandeur donc, est constituée à la fois d'un nombre et d'une unité. Avec 8 euros. Ou ici, pour les longueurs, on aurait par exemple une longueur de petit c égale 2, mais 2 quoi 2 cm, 2 mètres, 2 mm, vous voyez. Donc il est important aussi d'indiquer à chaque fois l'unité. Tout ça pour dire que la lettre grand R ici représente un nombre. Par contre, la lettre grand R que j'écris quand j'écris cette notation-là, c'est le nom de la fonction, ça. Et souvent, vous allez trouver des situations où, dans les exercices, on va appeler grand R à la fois le nombre et le nom de la fonction, ce qui est vraiment un abus
pas très, voilà, qu'il faudrait éviter, mais souvent, pour des raisons pratiques, on le fait, d'accord? Petit n ici, c'est la variable, hein, et R de n, c'est l'image de petit n par la fonction grand R, d'accord? Avec cette écriture-là. Ici, on utilise en fait, on écrit grand R au lieu de grand R de petit n. Enfin, tout dépend comment on prend l'exercice, hein. Passons à la question suivante maintenant, la deuxième question, qui va nous permettre de revoir le vocabulaire que je viens d'indiquer ici. Définition d'une fonction. Alors une fonction, c'est quoi finalement? C'est une boîte, hein. Ici, c'était une formule qui me permettait à partir d'un nombre que je mets à l'entrée, par exemple pour la longueur du côté, 2, de calculer l'aire du carré, c'est-à-dire 4. Voyez, le 2 ici, c'est ce qu'on appelle la variable. Le nombre qu'on met en entrée, c'est la variable. Les nombres qu'on met en sortie, ce sont les images. Et ici, nous avons la fonction. Alors, ici, la première phrase, une fonction petit h, donc on va dire que la fonction, on l'appelle petit h ici, de R d'un grand R, c'est-à-dire que les nombres à l'entrée prennent leur valeur dans un ensemble qui est l'ensemble des réels, l'ensemble de tous les nombres. Donc, en fait, c'est tous les nombres. À chaque nombre réel correspond un point sur une droite graduée et réciproquement, hein, si vous revoyez la définition qu'il y a dans le cours. Et en sortie, vous allez retrouver un nombre. C'est-à-dire qu'ici, grand R, c'est l'ensemble de départ. On pourrait l'appeler R1 ici. Et R2, c'est l'ensemble d'arrivée. C'est là où c'est l'ensemble dans lequel votre image prend ses valeurs. D'accord? Alors, en entrée, la valeur, donc la fonction fait correspondre à une valeur de l'entrée, une valeur bien déterminée à la sortie. C'est ça qui est important. Donc, à chaque valeur petit t, alors petit t, on l'appelle petit t ici, petit t de la variable, donc du coup, donc ce qu'il faut remplir ici le mot manquant, c'était variable. Un nombre petit b, c'est l'image, hein, un nombre petit b unique. Et là, c'est l'adjectif vraiment important à mettre ici, unique. Appelé l'image de t par petit h, et avec la notation h de t que je viens de rappeler précédemment. On a vu dans les questions précédentes que le graphe d'une fonction, c'est souvent une infinité de points. Mais on pourrait très bien définir des fonctions beaucoup plus simples avec uniquement 3 points. Vous voyez ici, la relation R1 ici définit une fonction, enfin on va voir si c'est une fonction d'ailleurs, puisque c'est un peu ce qu'on vous demande. Est-ce que les graphes définis par ces ensembles de points, ici vous avez des ensembles de points, à chaque fois un point défini par ses coordonnées, est-ce que ces ensembles de points correspondent au graphe d'une fonction ou pas? Faisons le premier, R1, que j'ai déjà représenté ici. On a les abscisses possibles, c'est 2, 4, 6. Quand x égale 2, mon y, alors j'appelle les variables x et y, hein, c'est tout à fait arbitraire, j'aurais pu les appeler différemment, mais c'est souvent comme ça si on ne précise pas. Quand x égale 2, y vaut 3. Quand x égale 4, y vaut également 3. Et quand x égale 5, c'est 5, y vaut 6. Vous voyez? Et bien là, on a bien le graphe d'une fonction, puisque à chaque valeur de l'entrée, 2, 4 ou 5, j'ai bien une valeur bien précise de la sortie. Donc j'ai bien une fonction. La réponse c'est oui ici. Et son domaine de définition, c'est les différentes valeurs de x pour lesquelles y existe. Donc on révise, hein, je rappelle un petit peu aussi les définitions. Voilà, c'est le domaine de définition. On peut à chaque fois écrire, et quand on écrit que 2, 3, vous voyez, ça, le point 2, 3 appartient au graphe de la fonction que je vais appeler R1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R1 de 2 égale 3. Donc il faut vraiment bien comprendre, hein, le lien qu'il y a entre ces deux notations. Quand j'écris que R1 de 4 égale 3, ça veut dire que le point de coordonnées 4, 3 appartient au graphe de la fonction. Et c'est bien ce que l'on observe sur le graphique. Alors le graphe, on pourrait l'appeler grand R1 en fait. Hein. C'est grand R1. Il ne faut pas confondre également ici le nom du graphe et le nom de la fonction. Vous voyez, j'ai mis petit r1 pour le nom de la fonction et grand R1 pour le nom du graphe. Mais un graphe donné définit ou pas une fonction. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. En R3, on retrouve la fonction carré qu'on a déjà dessinée précédemment, qui est définie pour toutes les valeurs de ce qu'on a défini précédemment. Oui, hein, c'est cette fonction-là, mais avec barré ici de ce côté-là. Barré ici, cette fonction ici, fonction carré. Et voilà, donc la variable peut prendre toutes les valeurs possibles dans l'ensemble grand R des réels. Et son image, c'est le carré, on calcule le carré, c'est la fonction de référence, c'est x carré tout simplement ici, hein,
qu'il y a comme domaine, grand R. Et ici, on a le graphe réciproque, en fait. Vous voyez, on permute les axes. On affiche un abscisse, non pas x, mais x carré, et en y, enfin, sur l'axe horizontal, on va afficher x carré, et sur l'axe vertical, on va afficher les x. Donc, on a le graphe réciproque, et le graphe réciproque, évidemment, hein, si je dessinais le graphe réciproque de la fonction carré, il faudrait que je complète ici, vous voyez. Et là, on n'a plus une fonction, puisque pour une valeur donnée de la variable, on a deux valeurs possibles pour le y. Par exemple, ici, si je prends y égale 4, j'ai deux valeurs possibles pour l'abscisse, moins 2 et 2. On est d'accord que 2 au carré, ça fait 4, et moins 2 au carré, ça fait 4. Ça, c'est la fonction x carré. Hein. Maintenant, ou c carré, enfin, c'est x carré plutôt, puisque maintenant, je donne à x, à la variable, des valeurs négatives. Alors ici, j'ai la fonction réciproque. La fonction réciproque, eh bien, pour une même valeur 4 de la variable, ben, j'aurai deux valeurs possibles en réciproque, 2 et moins 2. Et donc, du coup, le graphe réciproque n'est pas le graphe d'une fonction. Puisque quand je mets 4 dans la variable, à l'entrée, j'ai deux valeurs possibles pour la sortie. Donc vraiment très très important. Et c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est indiqué ici. Hein, ce n'est pas une fonction, puisque si je mets 4 en entrée, j'ai deux valeurs possibles pour la sortie, ça ne va pas. Je dois avoir qu'une seule valeur possible pour l'image. Sinon, c'est plus une fonction. Voilà, je pense que je vais arrêter ici. On continue la vidéo suivante avec l'exercice numéro 3 qui parle davantage des caractéristiques du graphe d'une fonction et des propriétés du graphe. Je vous remercie de votre attention.